Monsieur le directeur, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous poursuivons donc cet après-midi les auditions de la mission d'information que notre commission a décidé de constituer sur la création du fonds Marianne, la sélection des projets subventionnés, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds. Cette mission d'information a obtenu du Sénat de bénéficier des prérogatives des commissions d'enquête. Nous entendons ainsi cet après-midi monsieur Julien Marion, directeur de cabinet de madame Sonia Backès, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer chargé de la citoyenneté. Nous savons, monsieur le directeur, que vous êtes arrivé à vos fonctions bien après le lancement du fonds Marianne, alors que son exécution était largement engagée. Pour autant, votre audition nous est apparue nécessaire dans la mesure où nous nous intéressons tout autant au démarrage de cette opération qu'à son déroulement et à son contrôle dans le temps. Il est également important de savoir quels éléments d'information vous avez obtenus à votre arrivée et quelle suite vous avez souhaité y donner. Avant de vous céder la parole pour un bref propos introductif, si vous le souhaitez, je dois vous rappeler évidemment qu'un faux témoignage devant une commission d'enquête est passible de sanctions pénales qui peuvent aller, selon les circonstances, de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, et je vous laisse donc, comme vous le souhaitez, entre 5 et 10 minutes maximum. Je ne pense pas atteindre les 5 minutes, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être bref pour ce propos introductif. Je voudrais vous saluer, vous dire tout le plaisir que j'ai à m'exprimer devant vous et à répondre à vos questions. Dans ce bref propos liminaire, je voudrais, si vous m'y autorisez, partager avec vous 3 messages qui me semblent importants et sur lesquels j'aurai, je pense, l'occasion de revenir de manière plus détaillée en réponse à vos questions. La première information que je souhaite vous livrer, donc vous l'avez rappelé, j'occupe depuis le 13 juillet 2022 les fonctions de directeur de cabinet de madame Sonia Backès, qui est depuis le 4 juillet de la même année secrétaire d'État chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La première information que je voudrais donc partager avec vous, c'est que la première alerte qui est remontée au cabinet de la secrétaire d'État au sujet du fonds Marianne date du mois de mars de l'année 2023. Je parle bien d'alerte. Je serai naturellement, si vous le souhaitez, en mesure de détailler les étapes qui ont conduit à cette alerte. Mars 2023, c'est-à-dire très récemment, et je viendrai évidemment de manière là aussi plus détaillée sur ce qui s'est suivi après cette première alerte. La deuxième chose que je souhaiterais porter à votre connaissance et qui me semble importante, c'est qu'à compter de cette date, donc à compter de la fin du mois de mars 2023, dès qu'une alerte circonstanciée est remontée au cabinet de la secrétaire d'État au sujet du fonds Marianne, la conduite de la secrétaire d'État que j'ai mis en œuvre à sa demande peut se résumer en 2 mots, transparence et réactivité. Et là encore, ce sera assez facile à démontrer. Cette transparence et cette réactivité, vous en avez eu un exemple pas plus tard qu'hier avec la mise en ligne, la publication du rapport de l'inspection générale de l'administration concernant la subvention versée à l'association USE-PPM, publication qui a été suivie, comme vous le savez, par la démission du secrétaire général du CIPDR. Donc transparence et réactivité, je pourrais là encore l'illustrer. La troisième chose qui me semble importante de partager avec vous en guise de propos liminaire, c'est que derrière la gestion du fonds Marianne qui vous occupe et dont vous aurez à rendre compte à travers le rapport que vous publierez, derrière les erreurs, les dysfonctionnements, les manquements et sans doute les fautes, nous le savons depuis hier de manière documentée, derrière les erreurs qui ont entouré la gestion du fonds Marianne, il y a une politique publique. C'est la politique de contre-discours républicain. Cette politique, alors je sais que d'autres des personnes que vous avez auditionnées ont été amenées à y revenir de manière détaillée, mais je souhaite à mon tour le faire. Je ne voudrais pas qu'on oublie le contexte dans lequel cette politique publique a vu le jour, son caractère relativement inédit, nouveau, le contexte donc, dans lequel elle a vu le jour, qui résulte d'une
d'une prise de conscience collective de la nécessité d'investir de nouveaux champs d'intervention pour la puissance publique et de le faire en particulier sur les réseaux sociaux, puisque c'est là qu'aujourd'hui se mène le combat qu'il s'agit de mener contre des personnes ou des structures qui s'en prennent de manière méthodique et déterminée aux valeurs et aux institutions de la République. Cette politique, je souhaite le redire très fermement devant vous, me semble indispensable, elle me semble nécessaire, elle mérite sans doute d'être affinée, mais elle n'en est pas moins indispensable et je voudrais que cela ne soit pas oublié. Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, en guise de propos liminaire, et je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cette présentation rapide. Alors, je vais démarrer, comme à chaque audition, par quelques questions un peu générales. Tout d'abord, pour que vous nous parliez un petit peu de la transition. Dans les semaines donc, qui ont suivi la nomination de Madame Backès, le cabinet a-t-il eu, le nouveau cabinet, donc a-t-il eu une réunion ou un entretien avec le secrétaire général du CIPDR, spécifiquement sur le fonds Marianne? Bien sûr, vous avez eu des contacts, mais est-ce que le fonds Marianne a été évoqué? Est-ce qu'il a fait l'objet d'un point particulier dans une relation d'échange sur où en est le CIPDR, les politiques menées, etc. Est-ce que vous avez eu à minima un document ou une note des services, une espèce de point de cette action à ce moment-là? Je vais essayer de répondre de manière aussi précise que possible à la question que vous me posez, Monsieur le Président. En commençant, si vous m'y autorisez, par un rappel un peu méthodologique, c'est-à-dire comment se passe l'installation d'un nouveau membre du gouvernement, de son cabinet, et comment se passe la transition, vous avez utilisé le mot, avec le ou la membre du gouvernement qui, dans l'équipe précédente, était chargé des mêmes sujets. La règle intangible, et elle est immuable, elle est rappelée à chaque remaniement ministériel, c'est que quand un membre du gouvernement quitte ses fonctions, il est tenu de verser ses archives, les archives de son cabinet, à la mission des archives nationales du ministère dont il dépend. Ce qui a été le cas donc, pour Mme Schiappa quand elle a quitté ses fonctions de ministre délégué. Ce qui veut dire que quand un nouveau membre du gouvernement est nommé, à la suite ou non d'ailleurs d'un membre précédent, il ne trouve pas en arrivant les archives du ou des cabinets précédents. Ça peut sembler aller de soi, je tiens quand même à le préciser, parce que c'est une règle qui est rappelée de manière alors vraiment invariable par le secrétariat général du gouvernement à chaque remaniement ministériel. Et c'est ce qui s'est passé quand Sonia Backès a été donc nommée secrétaire d'État. Elle a pris ses fonctions le 4 juillet 2022. Je voudrais attirer votre attention sur une petite précision calendaire. Entre le départ de Mme Schiappa, 16 mai 2022, et la nomination de Mme Backès dans des fonctions similaires, il s'est écoulé un laps de temps de 6 semaines. Donc il n'y a pas eu concomitance entre le départ de Mme Schiappa et l'arrivée de Mme Backès. Pour autant, quand un membre du gouvernement est nommé dans ses fonctions, là encore, il y a des usages qui me semblent des usages assez sains, qui veut qu'à son arrivée, il trouve un dossier qu'on appelle le dossier ministre dans le langage courant, qui est constitué par les services sur lesquels ce ministre a autorité. Et donc ce dossier, en général assez complet, parfois même assez roboratif, il présente aux nouveaux membres du gouvernement les dossiers, les équipes, les organigrammes, les enjeux, les points d'actualité qui relèvent de son périmètre ministériel. J'en viens maintenant à la réponse plus précise à votre question. Quand Sonia Backès est arrivée au mois de juillet 2022 dans ses fonctions, et moi à ses côtés comme directeur de cabinet quelques jours après, nous avons trouvé un dossier ministre pour partie composé par la production du secrétariat général du CIPDR. Il n'y avait pas, Monsieur le Président, dans ce dossier d'éléments particuliers sur le fonds Marianne. Il n'y avait pas de notes relatives au fonds Marianne dans le dossier ministre qui a été remis à Sonia Backès et à son cabinet au moment de leur installation. Je vais compléter mon propos, puisque vous avez fait mention des échanges, des entretiens qui ont pu avoir lieu
en complément du dossier ministre, et c'est également comme ça que ça se passe. Quand un ministre arrive, il rencontre dans les jours qui suivent son installation les directeurs d'administration centrale qui sont placés sous son autorité. Et donc très rapidement à son arrivée, Sonia Backès a rencontré le secrétaire général du CIPDR. J'ai fait la même chose quelques jours plus tard lorsque j'ai pris mes fonctions de directeur de cabinet. Et lors de ces échanges que nous avons eus, le fonds Marianne n'a pas été mentionné. Il n'y a eu aucune attention, aucun signalement particulier au sujet du fonds Marianne. Il en va de même, pour être tout à fait précis et complet, lorsque j'ai pu échanger au cours de la deuxième quinzaine de juillet avec mon prédécesseur dans les fonctions de directeur de cabinet que vous avez auditionné ce matin. Donc il n'y a pas eu, je le dis de manière très, très claire, il n'y a pas eu... ni par écrit, ni par des rencontres, ni à l'occasion des échanges oraux qui ont eu lieu, de signalement particulier, et a fortiori d'alerte, sur la question du fonds Marianne. Est-ce que... Pardon. Oui, pardon. Vous ne vous en êtes pas étonné, inquiété. C'est une pratique. Il peut y avoir des, comment dirais-je, des oublis vus par moi de cette importance. Dit autrement et pour compléter, si je peux me permettre, est-ce que vous-même, vous connaissiez le fonds Marianne, si vous voulez, en arrivant dans ce ministère, et est-ce que vous-même, vous auriez pu poser la question, peut-être en ayant une connaissance de ce dossier comme un citoyen, j'allais dire? Non, je n'avais pas de connaissance du fonds Marianne. Mes fonctions précédentes ne m'avaient pas conduit à en connaître. Et donc, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je n'avais pas connaissance de l'existence du fonds Marianne au moment où j'ai pris mes fonctions auprès de la secrétaire d'État. Donc, pardon de faire ce commentaire, ce qui veut dire que on peut penser qu'au moment de la transmission, le fonds Marianne n'était pas un sujet. Oui, ça peut s'expliquer, monsieur le rapporteur, par le fait que au moment où Sonia Backès et son cabinet s'installent, il s'est passé plus d'un an après le lancement du fonds Marianne. Et entre le lancement du fonds Marianne, avril 2021, et l'installation de Sonia Backès, juillet 22, il s'est passé plein de choses. Le secrétariat général du CIPDR, en particulier, a poursuivi toute une série d'actions, d'initiatives. L'actualité politique se périme assez vite. Dit autrement, le fonds Marianne a connu une impulsion politique au moment de son lancement, en avril 2021. Et ensuite, ça a été assez bien décrit, je crois, par d'autres personnes que vous avez auditionnées avant moi. Ensuite, c'est un sujet dont la mise en œuvre, l'exécution, a été transférée, internalisée par les services de l'administration, ce qui est assez logique. Il n'y a rien pour moi d'anormal à cela. Et ça peut expliquer donc que, plus d'un an après son lancement, il n'y ait pas eu d'alerte ou même de signalement fait à son sujet. Oui, nous vous entendons, monsieur le préfet, monsieur le directeur, mais si personne, effectivement, a la mémoire du dossier, ni madame Backès, ni vous-même, c'est-à-dire la connaissance presque par une espèce de lecture de l'information il y a un an avant, bon, etc. On peut comprendre que vous ne posiez pas de questions là-dessus. Mais cela étant dit, l'idée, si vous voulez, que l'on puisse... mais c'est un constat. L'idée que l'on puisse lancer à grand renfort de communication, une communication sur une action menée de contre-discours républicain, on n'aime pas énormément, il n'y a pas que ça dans l'histoire du fonds Marianne, mais que ça ait fait quand même l'objet de passages nombreux sur les plateaux de télévision pour évoquer le sujet par rapport, le point qui distingue le fonds Marianne de toute subvention finalement, c'est simplement le rapport entre ce qui s'est passé en octobre 2020 et la traduction politique qui en a été faite. Et la traduction politique qui en a été faite, c'est la traduction de dire on agit. Nous, on agit. Et on le dit assez fort, même s'il s'agit en réalité, depuis, y compris le rapport de l'IGA revient là-dessus, ce n'est jamais qu'une espèce de fléchage du FIDP. Bon, voilà, rien de plus. Mais
un label. Mais sauf que quand on le présente à la population, c'est la création d'un fonds, c'est un sujet majeur, c'est des moyens qui sont donnés, etc. Donc on entend bien, on connaît l'administration et la façon dont, si vous voulez, on peut communiquer. On aurait pu communiquer en disant juste, dans le FIDP, puisque c'était sa nouvelle appellation, on met un certain nombre, on met un peu plus de moyens à disposition pour des actions précises. Ça aurait pu suffire très largement pour montrer l'action de l'État. Non, il y a eu un choix, et un choix délibéré, d'en faire une opération spécifique. Et donc, cette opération spécifique, mais on ne va pas vous interroger là-dessus puisque vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, si je puis dire. Cette opération spécifique, bon, elle se mène avec difficulté sous l'ancienne ministre et elle se mène plus du tout, sauf évidemment au sein du CIPDR, de manière assez classique, mais rien d'original et pas de sujet particulier là-dessus, dès l'instant où la nouvelle ministre arrive et vous-même. Très bien. Dans ce sujet, et c'est un point qu'on a évoqué ce matin avec votre prédécesseur, il y avait une particularité, c'est que le CIPDR, pendant très longtemps, comme très souvent dans l'administration, une fois qu'il était en charge, le secrétaire général était en charge également des appels à projets et de la sélection des projets. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr, comme il se doit, une information cabinet, un retour cabinet, très bien, mais tout ce qui était cahier des charges, appel à projet, relevait directement de l'administration et le cabinet ne s'en occupait pas, sauf éventuellement pour faire telle ou telle remarque complémentaire, ajustée, etc., ce qui peut s'entendre. Il se trouve qu'au moment où Madame Schiappa devient ministre et a directement sous ses ordres le CIPDR, c'était la première fois que le CIPDR en tant que tel dépendait d'une ministre déléguée, eh bien le cabinet demande à ce que l'information lui soit remontée, non seulement l'information lui soit remontée, c'est assez naturel, mais que par contre la décision lui revienne. Autrement dit, le cabinet devient décisionnaire sur les appels à projets. Il pilote l'appel à projet et il doit effectivement finalement donner son aval, ça a été dit ainsi, aux projets qui sont étudiés par le CIPDR, mais finalement la décision finale revient au cabinet. C'est une forme nouvelle dans cette maison. Est-ce que depuis, et peut-être aussi depuis d'ailleurs que le sujet est sur la table, est-ce qu'il y a une interrogation sur ce mode de fonctionnement ? Le mode de fonctionnement que vous venez de décrire, Monsieur le Président, s'est poursuivi après l'entrée en fonction de Sonia Backès, dans des conditions que je vais détailler dans un instant. Mais ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que cette répartition des rôles entre ce qui relève de l'autorité administrative et ce qui relève de l'autorité politique ne me semble pas anormale. Vous avez des services de l'administration qui instruisent, qui vérifient la conformité des projets à la réglementation en vigueur, au cahier des charges, aux orientations politiques fixées, qui ensuite soumettent ces travaux, l'instruction des dossiers, à la validation de l'autorité politique. Le FIPD, comme vous le savez, est une enveloppe d'un peu plus de 80 millions d'euros, dont les crédits sont à 80% déconcentrés. Il reste une vingtaine de pourcents qui sont gérés au niveau central et qui servent à financer des projets de nature variable correspondant à des priorités. Donc il n'est pas illogique qu'il y ait cette double intervention, les services qui instruisent, qui veillent à la régularité administrative des procédures et qui soumettent à la validation, je dis bien à la validation de l'autorité politique, le fruit de leurs travaux. C'est ainsi que moi, par exemple, dans mes fonctions actuelles, j'ai pu à 3 ou 4 reprises tenir des réunions qui servaient à valider les propositions
de financement au titre du FIPD sur l'enveloppe centrale. Je précise une chose, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, il s'agissait bien d'une validation, c'est-à-dire qu'on actait la proposition qui était faite par les services. Il a pu arriver, dans certains cas, que je demande des compléments d'information parce que les dossiers présentés ne me semblaient pas suffisamment détaillés ou j'avais des questions sur tel ou tel aspect de leur contenu. Il a pu arriver que je demande de retirer des projets qui ne me semblaient pas suffisamment correspondre aux attentes, mais en aucune manière et à aucun moment je suis formel là-dessus. Et je n'ai le cabinet de la secrétaire d'État n'a injecté, si je puis dire, des dossiers nouveaux qui n'aient pas été préalablement instruits par les services. Voilà. Je rappelle par ailleurs que le FIPD est un fonds budgétaire dont l'enveloppe centrale est structurellement soumise à une assez forte tension budgétaire. Il y a des interventions qui parviennent au ministre de l'Intérieur ou à la secrétaire d'État portant sur des demandes de financement au titre parfois des crédits déconcentrés, parfois des crédits centraux. Et donc il est assez normal que le cabinet veille à ce que ces interventions soient prises en compte, pas forcément suivies des faits, mais enfin prises en compte. Donc c'est en ce sens que la répartition des rôles ne me semble pas choquante. Chacun reste dans son rôle. En tout cas, nous y veillons. Bien, mais vous avez fait une petite incise dans la limite où vous n'injectez pas vous-même des projets qui passeraient d'abord par le filtre ministériel avant d'arriver sur l'administration. Parce qu'effectivement, si vous l'avez fait, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez pu le constater, au moins dans le rapport de l'IGA. Et il y a effectivement quelque chose d'un peu différent dans le fait de faire venir un dossier via le cabinet, via la ministre et le cabinet. Ou la ministre ou le cabinet, nous verrons lorsque nous en parlerons avec la ministre concernée. Mais on comprend bien que dans ces cas-là, lorsque le dossier vient par le cabinet, il y a une espèce de pression morale, on va dire, sur l'administration. Donc, si le cabinet recommande un dossier, c'est toujours plus compliqué de le faire. Donc c'est une pratique que vous n'avez plus. Vous m'autorisez à préciser mon propos parce que le point que vous soulevez est important. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Il peut arriver que des dossiers ou des demandes de financement au titre du FIPD arrivent directement au cabinet de la secrétaire d'État par des élus en particulier, et c'est tout à fait naturel, il n'y a rien d'anormal à cela. Mais dans ce cas-là, la pratique que nous menons à la demande de la secrétaire d'État est constante. Nous transmettons ces dossiers pour examen et pour instruction au service. Merci d'être précis sur ce point. Alors, le 10 octobre 2022, le préfet Gravel fait parvenir une note à l'actuel secrétaire d'État chargé de la citoyenneté, dans laquelle il explique les raisons pour lesquelles la liste des lauréats n'a pas été rendue publique et pour lesquelles une démarche a été engagée pour ne pas les mentionner dans le jaune budgétaire sur le soutien de l'État. Il est fait mention dans cette note d'une demande de la presse pour obtenir la liste des lauréats, et donc c'est une forme de réponse à la presse. Pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel cette note a été rédigée, qui en a été à l'origine, si votre cabinet l'a lui-même sollicité, ou s'il a été sollicité sur ces sujets-là, et quelles ont été les suites? À la fin du mois de septembre, à une date que je ne saurais pas vous donner avec précision, mais enfin on y est quelque part dans les derniers jours de septembre, le conseiller pour la communication de la secrétaire d'État porte à ma connaissance un article de l'hebdomadaire Marianne sur le fond du même nom, article daté du 30 juin 2022. Article dont je n'avais pas eu connaissance auparavant. Je note qu'il était antérieur à l'installation de Sonia Baquès dans ses fonctions. Donc le conseiller pour la presse et la communication porte à ma connaissance cet article, dont vous avez sans doute lu, et c'est la première fois que j'entends parler de manière un peu précise, enfin en tout cas un peu signalée du fonds Marianne. Donc c'est à la suite de la lecture de cet article que, effectivement, je demande au secrétaire général du CIPDR
de me faire un point sur le fonds Marianne, un point un peu plus détaillé que je n'avais pas eu jusque-là, hein, vous l'avez bien noté. Et d'où la note à laquelle vous faites référence, note que j'ai donc reçue, mais qui ne contient aucune forme d'alerte particulière sur le déroulement des actions ou la mise en œuvre des actions financées au titre du fonds Marianne. Alors, pardon. On a parlé du 10, moi je vais vous parler d'une note du 14 octobre 2022 où M. Gravel toujours transmet donc au cabinet le détail du projet du fonds Marianne. Donc c'est la suite du document du 10, conformément à votre demande, et ça répond, cette note répond pleinement à la commande qui était la vôtre. La première note qui m'est transmise par Christian Gravel, c'est à laquelle, Monsieur le Président, vous avez fait référence, se borne en réalité à une description très formelle du processus et ne dit rien du fond des actions menées, ni même des bénéficiaires du fonds Marianne. Donc cette note, quand je la lis, quand j'en prends connaissance, me semble insuffisante. Elle ne répond pas à mes attentes. Moi, j'ai besoin de savoir un peu quelles sont les actions et surtout qu'est-ce qu'on peut penser de leur mise en œuvre. D'où ma demande d'éléments complémentaires. Et là, on en vient, monsieur le rapporteur, à la note que vous venez d'évoquer. Cette note, qui arrive donc quelques jours après, sur demande de ma part, du secrétaire général du CIPDR, rentre un peu plus dans le détail, mais ne fait pas apparaître d'alerte particulière. Elle dresse au contraire un bilan globalement positif, même très positif, du déroulement des actions, avec une toute petite nuance, alors vraiment toute petite, sur un projet porté par une association, où il est fait état de, je n'ai plus l'expression précise en tête, de difficultés sur les contenus éditoriaux, sans que ce soit davantage explicité. Vous pouvez nous préciser l'association dont il s'agit, sauf erreur de ma part, de l'association Reconstruire le commun, dont nous aurons, je pense, l'occasion de reparler un peu plus tard. Je lis la note. Cette mention attire mon attention. Je demande donc ce qu'il y a derrière cette mention un peu sibylline. Et le secrétaire général du CIPDR me répond qu'effectivement, il y a pu avoir des difficultés sur certains contenus publiés par une association bénéficiaire du fonds Marianne, que ça a donné lieu à un recadrage de sa part auprès des dirigeants de l'association au mois de, je crois, juin 2022, sauf erreur de ma part, et que ce sujet est désormais réglé, qu'il est derrière nous. Donc je considère qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et donc cette réserve minime, convenons-en, hein, un projet d'une association, cette réserve étant levée, je considère qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur la mise en œuvre des actions financées au titre du fonds Marianne. D'accord, donc c'est en fait un enchaînement très rapide. Un courrier que j'appellerais sans contenu qui ne vous satisfait pas. Vous avez un deuxième état des lieux. On vous signale une petite difficulté qui paraît réglée. Donc, il n'y a pas de... Voilà, vous n'aviez pas été alerté avant. Je dirais les affaires se poursuivent. Alors, lorsque Madame Baquet s'est nommée, en fait... Il y avait déjà eu des difficultés avec une association puisque le secrétaire général du CIPDR avait constaté que effectivement des contenus produits par l'association Reconstruire le commun visaient et traitaient de personnalités politiques, voire ce qu'on a déjà vu il n'y avait pas de lien avec les objectifs du fonds Marianne. Est-ce que à ce moment-là, de ce que j'ai compris, vous n'aviez pas, vous, de connaissances particulières d'aucune sorte sur ces problèmes? Je vous le confirme, monsieur le rapporteur. Alors, là, il y a une autre association, c'est l'USEPPM, qui a donc reçu la subvention la plus importante, alors qui, on ne va pas faire l'histoire, vous avez dû voir, qui était très élevée sur 3 exercices, qui a été réduite de moitié sur le tiers qui était demandé, donc 1,5 600
75 000, ça devient 300 pour finir à 355. Il y avait eu des relances en interne faites depuis le mois de novembre 2022. Est-ce que vous aviez, a priori non, été alerté de la situation de cette association et à partir de quand avez-vous été alerté? Comment avez-vous, dès que vous avez été alerté, agi ou réagi? J'indiquais, monsieur le rapporteur, tout à l'heure dans mon propos introductif que les premières alertes dataient pour le cabinet de la secrétaire d'État et la secrétaire d'État du mois de mars 2023. Ce sont les alertes qui concernent l'USE-PPM. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Pardon, ce qui veut bien dire qu'entre ce que j'évoquais, novembre 2022, des relances sont faites, mais... Ça n'est pas porté à la connaissance du cabinet de la secrétaire d'État. Il y a une étanchéité, on va dire. L'administration fait son travail, et ça, pour le coup, vraiment, je crois que ça relève du travail de l'administration que de s'assurer de la part d'un porteur de projet qu'il s'acquitte de ses obligations en transmettant dans les délais les documents. Ce genre d'information n'a pas à remonter à la connaissance du cabinet, hein, je le pense. Mars 2023, nous sommes contactés par des journalistes avec qui j'avais déjà eu, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez, à des échanges dès le mois de décembre, mais pas sur l'USE-PPM. Ces mêmes journalistes, donc ceux qui sont à l'origine de la première sortie médiatique sur le fonds Marianne, donc le reportage au 20h de France 2 et l'article concomitant dans l'hebdomadaire Marianne, nous contactent à la fin du mois de mars. Je reçois la journaliste le 22 mars, pour être tout à fait précis. Les journalistes, hein, il y avait les deux. En nous faisant part de la suite de leurs travaux, parce que ça faisait en fait des semaines et peut-être même des mois qu'ils travaillaient sur le fonds Marianne, mais sans nous en rendre compte, vous vous en doutez bien. Donc ils reviennent nous voir fin mars, le 22 mars précisément, en disant voilà, on a trouvé des éléments sur une association bénéficiaire du fonds Marianne qui nous font penser qu'il y a eu des irrégularités. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je découvre ces éléments à ce moment-là. J'avais été alerté par le secrétaire général du CIPDR quelques jours avant, 5 jours avant, parce que sachant que la journaliste que je recevais voulait me parler d'une association, sachant de quelle association il s'agissait, je demande au secrétaire général du CIPDR de me faire un point détaillé sur, et c'est à cette occasion-là, le 17 mars, dans une note qui me transmet le 17, qu'il me fait état de difficultés du CIPDR à obtenir de l'association en question toutes les pièces justificatives relatives à la conduite des actions financées au titre du fonds Marianne. Quelques jours après, je reçois les journalistes qui sont un peu plus précis dans leurs propos. Nous sommes le 22 mars. 48 heures après, je voudrais insister là-dessus, hein, moi je rends compte évidemment immédiatement à la secrétaire d'État de ces éléments. Dans le même temps, le 22-23 mars, je reçois des mails émanant de la nouvelle gouvernance de l'association. Une personne que je ne connais pas m'envoie un mail se présentant, voilà, je viens de prendre les fonctions de la présidence de l'association USE-PPM. Je découvre des choses étonnantes que je souhaite partager avec vous. Il m'envoie une série de documents. Tout ça est parfaitement convergent avec ce que me dit les journalistes en même temps. Donc, pour moi, il y a quand même un faisceau une convergence, un faisceau d'indices assez net. Donc, j'en rends compte immédiatement à la secrétaire d'État. Et dès le 24 mars, donc 48 heures après, à sa demande, je préviens l'inspection générale de l'administration qu'elle va être saisie d'une mission sur le versement de la subvention à cette association, puisqu'à la date du 24 mars, nous n'avons d'alerte que sur cette association-là, l'USE-PPM. Dans le même temps, toujours à la demande de la secrétaire d'État, je demande au secrétaire général du CIPDR de saisir la procureure de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ces deux procédures, saisine de l'IGA, saisine de la procureure de la République, sont initiées dès le 24 mars et formalisées le 29. Donc c'est bien vous qui déclenchez les deux procédures?
C'est à la demande de la secrétaire d'État. Oui, enfin, voilà. Voilà, et j'opère à sa demande en tant que directeur de cabinet, ce qui est normal, que j'appelle dès le 24 le chef de service de l'IGA, dès le 24 mars, et je demande au secrétaire général du CIPDR de préparer à sa signature à lui une saisine de la procureure de la République. D'accord, mais je veux être précis, je veux être sûr que c'est bien l'ordre est politique. Absolument. Et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur le rapporteur. Moi, dès que je rends compte à Sonia Baquès de la présomption assez forte d'irrégularité, à ce stade, je ne suis pas capable de les qualifier davantage. Sur le versement d'une subvention à une association, sa réponse est très claire et l'instruction qu'elle me donne est très claire. Transparence, réactivité. On veut savoir. Voilà. Il faut que la lumière soit faite. Très bien. Donc vous avez répondu par anticipation à un certain nombre de questions qui allaient venir, mais c'est une bonne chose et ça permet d'aller assez vite. Juste pour le... Y a-t-il une réaction d'abord du directeur général à votre demande d'article 40, compte tenu de l'historique que vous avez maintenant, c'est-à-dire d'une relation qui a été initiée disons de manière un peu particulière, on va dire, initiée par des discussions directes entre M. Sifaoui et le cabinet, puis l'arrivée d'un dossier chez le secrétaire général. Donc, compte tenu de ce passé, est-ce qu'il y a un débat, pas un débat, c'est pas comme ça que les choses se disent, mais une discussion dans laquelle le secrétaire général demande peut-être, enfin, se pose des questions par rapport à cet article 40, qui est quand même une particularité. Si on regarde l'ensemble du schéma, le projet arrive via des rencontres avec le cabinet précédent, pour pas aller plus loin. Un dossier est demandé, semble-t-il. Nous le vérifierons auprès évidemment de M. Sifaoui qui dans la presse dit on est venu me chercher, je fais simple, mais tout ça est à valider et à vérifier, et donc ça arrive, un dossier arrive donc avant même que le fonds Marianne ne soit annoncé, et dans la vision d'aller sur le fonds Marianne. Et puis une fois cette initiative prise, au fond vous demandez au même de faire un article 40 contre cette procédure, quoi, d'une certaine façon. Je fais simple. Est-ce qu'il y a eu une réaction? Est-ce qu'on vous a dit, est-ce qu'on pourrait en parler? Enfin, que sais-je? Ou non? Il n'y a pas eu de difficulté, aucunement, de la part du secrétaire général du CIPDR. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je me rappelle assez précisément, puisque alors là, pour le coup, nous parlons de faits qui ne sont pas très ancien. Je me rappelle très précisément que le secrétaire général m'a dit découvrir les irrégularités pointées par... voilà. Et donc, il n'y a pas eu la moindre difficulté de sa part à rédiger et signer ce signalement à la procureure de la République. Pardon, au regard de ce que vous dites, vous venez de dire qu'il découvrait. Je rappelle que les premiers remontent à novembre 2022, les relances. Vous avez raison, monsieur le rapporteur, mais je crois qu'il faut être très précis. Les difficultés dont fait état Christian Gravel à ce moment-là sont des difficultés de ses services à obtenir de la part de l'association les documents, les éléments justificatifs permettant en particulier le versement de la deuxième tranche de la subvention. Rien à ce stade, en tout cas, moi je n'en ai pas eu connaissance, rien ne laisse apparaître les faits qui ont été documentés par le rapport de l'IGA qui a été mis en ligne hier. Ce sont deux choses différentes. Des difficultés, à l'évidence, des difficultés à obtenir, à rentrer en contact avec l'association, enfin avec ses dirigeants, manifestement, et ça déjà c'est un sujet, et des difficultés, une fois le contact établi péniblement, des difficultés à obtenir de l'association qu'elle envoie les documents, les éléments financiers, les éléments de bilan qui permettent de justifier le versement de la deuxième tranche de la subvention. Oui, enfin, voilà, mais je pense qu'il est aussi pour la chronologie, la bonne compréhension de chacun.
Il était, comment dirais-je, indiqué au départ qu'il y aurait un petit bilan d'étape au bout de 6 mois après l'attribution, donc novembre 2022 par rapport à mai-juin 2021. C'est des mois qu'on a déjà bien étirés. Oui, de ce point de vue-là, quand vous regardez le dossier, comme ça, les choses qui surprennent. Hein, bon, c'est en gros, on a des associations qui travaillent déjà avec les CIPDR, qui sont connues et qui continuent éventuellement. Font un peu plus avec quelques moyens supplémentaires. Et puis vous avez en gros deux associations pour les montants les plus importants. Hein, deux associations un peu nouvelles qui viennent sur ce principe d'intervenir sur les réseaux sociaux notamment. Et ces deux associations, les deux, comment dire, sont caractérisées par la faiblesse de leurs fonds propres ou de leur budget. Pour l'une 5 000 € annuels et tout d'un coup 50 000 pardon annuels et tout d'un coup on propose un projet à 600 000 € au départ qui se termine à 335 000 et puis pour la deuxième une création ex nihilo tout à fait récente sur lequel on porte des moyens de ce point de vue-là. Quand vous regardez ces dossiers vous en tirez quoi? Alors évidemment, avec, puisque c'est demandé par un peu par le règlement, c'est d'avoir des cofinancements pour pouvoir dans le temps poursuivre sans aide éventuellement. Donc il faut trouver des cofinanceurs. Bien entendu, les deux associations en question n'en ont pas trouvé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quand des alertes circonstanciées remontent autour d'une puis deux associations sur les 17 qui ont bénéficié du fonds Marianne. Donc on est entre fin mars et début avril 2023. Ça pose des questions à l'évidence. Et la réponse à ces questions, elle est assez simple. C'est la saisine de l'inspection générale de l'administration pour faire toute la lumière, comme l'a souhaité la secrétaire d'État. D'abord sur l'association qui chronologiquement à la première fait l'objet d'une alerte, l'USEPPM. Et ensuite, quelques jours après, lorsque des alertes sont remontées, des signalements sont remontés sur une autre association, la réaction de la secrétaire d'État a été immédiate. Elle a demandé à l'inspection générale de l'administration d'étendre ces investigations à l'ensemble des associations financées au titre du fonds Marianne. Ce deuxième rapport n'a pas encore été remis, Monsieur le Président. Qui est prévu pour fin juin. Enfin, en tout cas, l'information est ainsi. Un dernier point concernant cette association. Dans le rapport, l'inspection générale de l'administration recommande 3 points: d'émettre un titre exécutoire en vue de la restitution de la somme de 127 476 € correspondant à des postes de dépenses qui ne correspondent pas à la convention ou étant payés après la fin de celle-ci, prendre acte des manquements aux obligations statutaires relevées par la mission, compléter la saisine du procureur de la République. Quelles sont les suites que vous envisagez de donner à chacune des 3 recommandations du rapport de l'inspection générale de l'administration? Le communiqué qui a été mis en ligne hier sur le site du ministère de l'Intérieur en accompagnement de la publication du rapport répond à votre question. Les 3 recommandations seront mises en œuvre. Elles ne seront pas mises en œuvre par les mêmes personnes. Cela étant, je me dois d'être précis. La première recommandation, celle qui concerne la restitution d'une part significative de la subvention versée à l'USEPPM. Ce travail sera effectué par les services du SGCIPDR, dont ça relève des missions, avec un regard très appuyé. Je note que l'inspection générale de l'administration présente les choses de manière extrêmement précise, détaillée, et d'une certaine manière facilite la mise en œuvre de ce titre exécutoire. Nous devons néanmoins, les services devront veiller à la régularité, à la solidité juridique, mais incontestablement, ce sera mis en œuvre. La deuxième recommandation qui vise à tirer toutes les conséquences des manquements disciplinaires observés. Cette deuxième recommandation, pour le coup, relève de l'autorité administrative. Et elle concerne en particulier le secrétaire général du CIPDR. Elle sera mise en œuvre lorsque le deuxième
rapport de l'IGA aura été rendu pour des raisons assez évidentes, parce que l'autorité politique qui a commandité ces 2 rapports a besoin d'avoir une vision globale des choses. Et une fois que ce rapport aura été remis, il y aura, là encore, dans le strict respect des règles de droit, du principe du contradictoire, l'engagement de poursuites disciplinaires. Quant à la 3e recommandation, elle relève des agents publics qui sont à l'origine du constat de manquements susceptibles de recevoir une qualification pénale, c'est-à-dire les inspecteurs de l'IGA qui ont rédigé le rapport. Merci. Juste un mot sur la procédure de contrôle qui pourrait donner lieu à une demande de remboursement à l'encontre de l'autre association, Reconstruire le commun, qui a été initiée au début du mois de mai, en tout cas de manière très récente. Est-ce que là aussi vous avez participé à cette décision? Est-ce que c'est à votre initiative pour dire les choses, le cas échéant dans quel sens? Et n'est-ce pas finalement un petit peu tardif par rapport aux réactions et par rapport aux révélations des enquêtes récentes? Je ne crois pas que ce soit tardif, parce que là encore, il faut d'abord le préalable indispensable à l'engagement d'une telle action, c'est d'établir la matérialité des faits. On ne réclame pas comme ça, j'allais dire, sur un coup de tête, la restitution de sommes significatives à une association dont vous avez vous-même relevé, Monsieur le Président, qu'elle avait des moyens assez limités. Quand il y a eu la remontée d'alerte concernant cette 2e association, donc nous parlons de Reconstruire le commun, l'alerte nous arrive dans les derniers jours de mars et premiers jours d'avril. Elle se concrétise par des échanges que nous avons avec notamment des journalistes de Mediapart. Là encore, un peu de manière parallèle à ce qui s'était passé quelques jours avant avec l'USEPPM, à la demande de la secrétaire d'État, je demande au secrétaire général du CIPDR de me faire un point détaillé et circonstancié sur, en l'occurrence, des contenus à caractère politique pouvant s'éloigner de l'objet de l'action financée par le Fonds Marianne. Alors, un petit point, ça suppose du coup que les équipes du CIPDR visionnent des dizaines d'heures de production vidéo. Ne vous inquiétez pas, on a fait la même chose. Ce qui explique que ça ait pris un tout petit peu de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la note qui finit par nous remonter une dizaine de jours après, le délai de 10 jours me semble justifié. Voilà. Et nous recevons effectivement une note qui est datée du... quelque part autour du 10 avril. J'aimerais vous dire des choses précises. Je ne sais pas, le 7 avril ou le 10 avril. Enfin, entre le 7 et le 10 avril. Une note qui, je crois d'ailleurs, vous a été transmise et qui, effectivement, sur une dizaine de pages, retranscrit des propos à caractère politique mettant en cause des responsables politiques de divers bords. Et moi, voilà, prenant connaissance de ces éléments, je constate qu'il y a manifestement un écart par rapport à ce qui était à l'objet de la mission financée. Et donc, là, j'en rends compte à la secrétaire d'État qui me demande évidemment instantanément d'engager et d'instruire, de faire instruire par les services CIPDR une procédure de restitution partielle de subvention qui est au demeurant imprévue par la convention d'attribution de la subvention. Voilà. Donc ça n'a pas tardé, ça n'a pas traîné. Et sur cette 2e association en particulier, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je pense que le 2e rapport de l'IGA, donc que nous aurons fin juin, dira les choses et établira les choses de manière aussi rigoureuse que le précédent. Dans une dernière partie, je voulais un peu recueillir votre sentiment sur quelques appréciations et éventuelles recommandations que vous pourriez avoir dans ce type de projet à l'avenir. On a, dans le lien qui a été fait avec les associations et la commande, vous avez dû en avoir connaissance, un certain nombre de ces associations ont bien prisé qu'elles ne se considèrent pas comme étant des prestataires du ou des services du ministère de l'Intérieur. Quelle appréciation portez-vous sur cette déclaration, voire ce jugement? Comment, en fait, vous percevez la limite et la relation que doivent entretenir avec le secrétariat général du CIPDR et le cabinet, les associations qui sont tout de même financées par le FIPD et qui donc
acceptent de rentrer dans une démarche dont elles connaissent le cadre d'action. Je m'associe, monsieur le rapporteur, à la réaction des acteurs associatifs que vous avez, je crois, auditionnés il y a quelques jours. Et je crois qu'effectivement, il n'est pas juste de les considérer comme étant des prestataires du ministère de l'Intérieur. Et ça me renvoie en réalité à une considération plus générale sur ce qu'on a voulu faire à travers le fonds Marianne, mais plus globalement à travers cette politique de présence active sur les réseaux sociaux. J'ai noté que l'expression de contre-discours républicain n'avait pas particulièrement vos faveurs. Ça dépend. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord de partir d'un constat. Un constat qui est qu'aujourd'hui, les personnes qui professent et qui diffusent des théories hostiles à la République, hostiles à ses valeurs les plus, j'allais dire, les plus précieuses, à ses institutions. Aujourd'hui, ces personnes et ces institutions, leur terrain, ce sont les réseaux sociaux. C'est plus la rue, c'est plus les lieux de culte. Et le contenu des prêches dans les lieux de culte, c'est beaucoup assagi. Et c'est tant mieux. Moi, je crois qu'il faut s'en réjouir collectivement. Aujourd'hui, le combat se mène d'abord sur les réseaux sociaux, et notamment à destination des plus jeunes de nos concitoyens, qui utilisent massivement ces réseaux sociaux. J'ai 3 jeunes enfants, j'en fais le constat tous les jours. Bon. Donc c'est là qu'il faut être présent, et c'est là qu'il faut être capable de diffuser un discours, mais le diffuser en utilisant les codes, les règles du jeu qui sont celles des réseaux sociaux. Et je le dis très lucidement, l'administration n'est pas forcément toujours suffisamment outillée pour être réactive et efficacement présente sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de nous appuyer sur des acteurs qui, eux, maîtrisent ces codes, qui, eux, savent s'adapter, interagir de manière efficace. Si on le fait avec les règles administratives habituelles, et alors encore plus avec avec le visage de l'administration, c'est-à-dire en utilisant des comptes publics, on n'atteint pas nos cibles. Donc, oui. Pardonnez-moi, j'étais un tout petit peu long, monsieur le rapporteur, mais ce petit détour, pourquoi ? Pour expliquer que l'État, la puissance publique, exprime un besoin, ce qu'on pourrait appeler dans l'armée un objectif à atteindre. Fait le constat qu'elle n'est pas suffisamment outillée pour répondre à ce besoin et pour atteindre cet objectif. Ensuite, elle fait le choix, et elle assume ce choix, de s'appuyer sur des opérateurs associatifs. Et c'est à eux, ensuite, qu'il revient de déterminer les modalités, les voies et moyens les plus adaptés. Ça n'est pas l'administration. Non, mais on est d'accord. Néanmoins, bon, d'abord, les associations, on a bien compris, vous l'avez dit, et ça a été dit par votre prédécesseur ce matin, il y avait 2 types de liaisons, de conventions possibles, le gré à gré. On a identifié des acteurs associatifs solides dont on connaît les pratiques, où on entretient plutôt annuellement, mais sur le long terme, des actions, et il y a un dialogue, c'est le gré à gré, et puis l'appel à projet. Mais je pense que dans un cas comme dans l'autre, je comprends bien, et je partage aussi le fait que ce ne soit pas un service extérieur du ministère, parce que voilà. Mais néanmoins, il y a un cadre d'action, ce qui veut dire, est-ce que, fort de cette expérience, pour le moins avec des défaillances et pas très heureuses, est-ce que vous imaginez à l'avenir modifier, ne serait-ce que par des conventions qui donneraient le cadre et poseraient un peu les limites, tout en laissant une liberté, mais il n'y a rien de choquant, au contraire, ça montre à la fois la confiance faite à des acteurs, leur espace de liberté, mais dans un cadre avec des règles. Est-ce que c'est des évolutions que vous envisagez de pratiquer à l'avenir très proche, si, comme je le pense, vous continuez de vouloir mener ce type d'action? À l'évidence, monsieur le rapporteur, il y aura des enseignements à tirer de la manière dont se sont déployées les actions financées au titre du fonds Marianne.
Nous allons avoir pour ça 2 rapports de l'inspection générale de l'administration. Les travaux de votre propre commission vont certainement nous éclairer également. Mais je veux redire, pardonnez-moi si je suis un peu répétitif, que nous parlons d'une politique publique nouvelle qui a été construite quasiment ex nihilo et dans un contexte très particulier qui est celui de l'année 2020. Il ne faut pas l'oublier, il faut essayer de... Voilà, je m'astreins à essayer de replacer les choses dans leur contexte, à ne pas succomber à une forme de lucidité a posteriori, qui est toujours assez confortable, mais qui ne fait pas avancer beaucoup les choses. Donc oui, regardons ce qui a pu dysfonctionner. Nous allons être aidés par ça, par différents travaux, dont les vôtres, et essayons de poursuivre, de conserver cette politique publique. Je redis qu'elle est nécessaire, qu'elle est indispensable, en essayant d'être davantage armé de garde-fous, de rigueur pour l'avenir. Ouais, j'entends bien, hein, je suis comme vous. Si on prend la métaphore sportive, c'est toujours facile de refaire le match et de prendre avec le recul, le contexte. Donc moi, mais je veux aussi souligner que si on se remet dans le contexte, on va dire qu'il y a quand même un fossé entre les événements qui ont conduit à la genèse d'imaginer la création du fonds Marianne, qui a donc été décidé de manière rapide, avec des délais raccourcis pour frapper l'opinion, envoyer des messages aux acteurs que l'on combat pour montrer qu'il y avait une détermination sans faille de l'État dans sa politique et avec le relais des associations. Donc je resitue aussi, je veux dire ces choses-là. On a vu dans l'appel à projet, là aussi pour le moins, nous a semblé qu'il y avait assez peu de rigueur, peu de compte rendu. On ne sait pas finalement, il y a 6 personnes qui se réunissent, mais c'est plutôt un même milieu entre l'administration, des membres de l'administration qui passent dans un cabinet et, je le dis comme je le ressens, un entre-soi, peu d'apport de recherche, d'ouverture sur des experts, des connaisseurs, avoir un peu une diversité d'appréciation, pas de compte-rendu sur pourquoi on choisit, pourquoi on donne plus, pourquoi on donne moins, pourquoi on ne sélectionne pas. Vous imaginez là aussi des procédures peut-être plus juridiquement plus solides. Le rapport de l'inspection générale de l'administration qui a été rendu public hier met en évidence un certain nombre de faits, de lacunes dans le suivi administratif des choses, et je pense qu'évidemment il va falloir y remédier, bien entendu. D'accord. C'est en tout cas l'intention très claire de la secrétaire d'État. D'accord. Et est-ce que vous considérez, je vais aussi un peu insister, mais qu'il relève des cabinets ministériels d'être membre de tel comité de sélection ou de validation, parce que les 2 mots sont employés. Je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure, monsieur le rapporteur. Ça ne me choque pas que l'autorité politique soit amenée à connaître et à valider les propositions qui sont faites par l'administration, dès lors que ça concerne des politiques publiques signalées. C'est pas la même chose d'être dans le comité de sélection et ensuite d'avoir une validation par le cabinet que de participer au comité de sélection. Ce sont 2 étapes un peu différentes qui sont un peu noyées en réalité dans le projet fonds Marianne. J'ai bien parlé de validation, monsieur le président. Oui, j'avais 2 questions. Une sur les conventions d'attribution des subventions, notamment dans le FIPD. Est-ce que vous prévoyez éventuellement d'exclure, parce que ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais certaines pratiques ou en tous les cas vous assurer de la conformité des actions avec les objectifs et les attentes du projet? On voit bien là, par exemple, que certaines des associations, l'objectif visé par le fonds Marianne et la réalisation des associations, il y avait assez peu de points communs. Est-ce que là aussi vous vous attacherez à avoir une forme de rigueur tout en laissant un espace d'expression pour conjuguer le cadre
et un espace de liberté aux opérateurs, je les appelais comme ça, que vous, associatifs notamment, que vous choisiriez. Je voudrais, monsieur le rapporteur, partager avec vous le constat que je fais depuis maintenant près d'un an, c'est que, pour ce que j'en vois, le travail d'instruction qui est conduit par les équipes du CIPDR, s'agissant de l'attribution de subventions au titre du FIPD, est mené avec rigueur. J'ai eu l'occasion de constater, ce sont des fonctionnaires qui sont rigoureux, qui s'attachent à vérifier effectivement la conformité des actions financées avec les objectifs poursuivis, le respect des règles formelles. Il peut y avoir malheureusement des exceptions, nous sommes là pour le constater, mais je ne voudrais pas que ça jette une ombre excessive sur la rigueur dont font preuve au quotidien les agents du CIPDR dans leur mission autour du FIPD. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit ce matin, on est ici au Parlement, on n'est pas un tribunal, on essaie d'établir la matérialité des faits, la chronologie, peut-être les mauvaises décisions, les pratiques trop souples, le manque de contrôle. Pour ce qui me concerne, je voulais savoir, dans les associations, on voit quand même que certaines associations avaient des budgets faméliques et se trouvaient d'un coup propulsées dans des domaines dont elles n'avaient pas à connaître a priori dans ce cas de figure, avec des budgets très importants, voire même pour une, elle naissait, et là aussi un budget important. Nous avons l'occasion de le dire. En règle générale, c'est ce que disait récemment notre collègue le sénateur Eblé, les associations, quand elles obtiennent pour obtenir des soutiens de collectivités locales, souvent il faut de l'antériorité, au moins un an d'exercice, un budget, un conseil d'administration. Là, quasiment ex nihilo ou avec des budgets faibles et sans rapport avec l'objet de l'appel à projet. Est-ce que vous envisagez, en tous les cas, je dirais, de tenir compte peut-être d'un historique de règles d'antériorité qui seraient posées, qui permettraient d'avoir des garanties? Vous allez me dire peut-être, et c'est ce qui a été fait avec certaines d'entre elles, dans ce cas-là, elles rentrent dans le gré à gré, mais moi je ne dirais pas forcément, parce que quand on met en place un label sur une action nouvelle supplémentaire qu'on veut plus voyante, on peut aussi s'appuyer sur des associations déjà solides, mais qui mettent des moyens supplémentaires, parce qu'elles ont un avantage, peut-être, c'est d'avoir de l'antériorité, le savoir, et elles sauront identifier le mode opératoire. Les règles que vous venez de rappeler, monsieur le rapporteur, elles existent. Et les critères qui doivent, normalement, le tamis qui doit être appliqué à l'appui de l'examen d'une demande de subvention, le contrôle de la publication des comptes, des instances dirigeantes, tout ça existe. Il s'agit de le mettre en œuvre. Donc là, vous dites il y a eu une défaillance. Je constate à la lecture du rapport de l'inspection générale de l'administration que sur l'USEPPM, en tout cas, et reconstruire le commun. Nous verrons ce que dit le deuxième rapport de l'IGA, mais sur l'USEPPM, à l'évidence, il y a eu peut-être un insuffisant contrôle du respect de ces critères. Une des questions qu'on peut se poser, d'ailleurs, moi je suis toujours un peu étonné, que des projets démarrent alors que le budget n'est pas bouclé. C'est-à-dire une association qui n'a pas de budget, on fait un projet significatif. Ce projet significatif comprend 35% de financement autre que celui du FIPD, et on démarre malgré tout à l'aveugle. Et on donne la première subvention qui est quand même très significative, sans être sûr, même pas d'avoir le moindre courrier montrant que l'on a demandé, qu'on a engagé une démarche, rien du tout. Et après, on se rend compte qu'on est dans le mur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le budget pour finir l'action. Bah oui, ça, je veux dire, c'est presque écrit. Je pense que ça aussi, ça a quand même dû vous heurter un petit peu. Je redis que les constats faits par le rapport de l'inspection générale de l'administration sur l'USEPPM sont assez sévères, oui. Et peut-être sur le contrôle, puisque vous dites les règles existent, elles n'ont pas été
mise en œuvre respectée. Bon, là, il y a manifestement des défaillances et des fautes, mais peut-être pour les règles de contrôle et de suivi, puisque au départ, je rappelle, hein, c'était un point d'étape au bout de 6 mois. Pour certaines associations, ça a duré bien au-delà et ça a été même particulièrement compliqué. Est-ce que vous envisagez certaines évolutions? C'est une question ouverte. Parce qu'on sait très bien que si c'est pour faire passer plus de temps à contrôler une action qu'on met en œuvre, enfin, voilà, il faut aussi trouver, je pense, le juste équilibre dans une relation qui normalement est de confiance, sauf peut-être où on peut se dire que quand on ne connaît pas les associations, qu'on prend le pari de la nouveauté, ça peut se gérer par convention, peut-être de manière différente, ce qui ne me choquerait pas. Comme vous le dites très justement, monsieur le rapporteur, il faut trouver le subtil équilibre, le juste équilibre entre le contrôle qui ne doit pas être étouffant et la nécessité d'impulser en permanence des actions. Il est évident que c'est un équilibre précaire et qu'il est plus facile de procéder, de trouver cet équilibre quand on a en face de soi des opérateurs associatifs connus, solide, assis sur une antériorité dans le travail avec l'administration. Mais ça ne doit pas interdire de trouver en permanence ou de rechercher de nouveaux partenaires. Sinon, finalement, on s'enferme dans une forme de confort. Et comme je le disais tout à l'heure, nous parlons d'un domaine, les réseaux sociaux, où tout bouge très vite. Les acteurs les plus performants, les plus percutants, ne sont pas forcément les plus visibles. Donc c'est un vrai défi pour l'administration, ça. Vous êtes... Peut-être une dernière question. Vous êtes en même temps directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Intérieur, c'est traditionnel quand il y a un ministre délégué. Est-ce que le ministre de l'Intérieur vous a questionné sur ce sujet, s'est tenu informé, a eu un commentaire? Le ministre de l'Intérieur a été informé par la secrétaire d'État de l'existence d'alerte à partir de la fin du mois de mars, du début du mois d'avril. Il s'est d'ailleurs, je crois, exprimé devant la représentation nationale en réponse à une question... À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, absolument, en réponse à une question au gouvernement. Donc oui, il est informé, bien sûr. Et par ailleurs, je rappelle, mais vous l'avez dit en introduction de cette séance, que le pilotage de l'activité du secrétariat général du CPDR relève de la secrétaire d'État, donc qui l'effectue au quotidien. Pour aller dans le droit fil de ce que vous venez de dire et de la question du président, il nous a été dit par M. Gravel en ouverture de son audition qu'il y avait une commande politique. Donc la commande politique, vous avez un ministre, vous avez des secrétaire d'État, là avec une mission, mais effectivement, vous venez de le redire, sous l'autorité d'un ministre. Donc, qu'est-ce que, dans la chaîne des responsabilités et de l'importance quand même du sujet, dont on va redire qu'il n'est pas tout à fait mineur au regard de l'événement à l'origine et à la genèse du fonds Marianne, l'importance du sujet lors de la mise en œuvre, j'imagine quand même qu'il y a des temps de validation entre le secrétaire d'État ou la secrétaire d'État et le ministre, et qu'il y a au moins un suivi sur un sujet comme celui-ci, ce qui paraît normal au regard de la problématique générale de la lutte contre le terrorisme, le séparatisme, etc., et du combat pour faire prévaloir les valeurs de la République et ne pas baisser la garde. Donc, vous pouvez peut-être nous préciser quels sont les échanges, les rapports, les validations. S'agissant, monsieur le rapporteur, de la commande politique qui a présidé au lancement du fonds Marianne, je ne peux évidemment pas vous répondre, puisque, comme vous le savez, je n'étais pas en fonction ni la secrétaire d'État à ce moment-là. Et vous confirmez bien que même sur ce sujet, il y a peut-être quand même des traces à un endroit, à défaut du secrétariat d'État, au ministère ou à l'Élysée, puisqu'à un moment, on nous a dit qu'il y aurait pu y avoir des décisions. Comme ça a été dit par plusieurs des personnes que vous avez auditionnées, la politique de contre-discours républicain, effectivement, émane d'une décision du président de la République, prise à l'occasion, dans le contexte très particulier de la fin de l'année 2020. Donc ça émane de là, évidemment. Merci. Trois de nos collègues vont vous poser trois questions. Vous
pourrez y répondre brièvement si vous le voulez bien. Vincent Eblé. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le directeur de cabinet, notre collègue rapporteur général Jean-François Husson l'a évoqué. Je me suis déjà interrogé, mais je voulais vous questionner sur un point particulier qui est dans ce processus de validation d'opérations de subventionnement à des montants qui ne sont pas négligeables pour des associations qui viennent d'être créées. Alors, vous avez dit tout à l'heure que j'irais le sujet sur lequel il est convenu d'intervenir en l'espèce est un sujet relativement, j'irais, mouvant, évolutif, et que donc il faut bien en tenir compte. Moi, je dois vous dire que j'ai présidé pendant 11 années une importante collectivité française dans le top 10 des collectivités départementales de ce pays. On distribuait en quelque sorte des subventions à des associations par centaines, même très vraisemblablement par milliers, je n'ai pas le chiffre, mais pour des montants excessivement raisonnables, qui peuvent être de l'ordre de 250 € pour un club de retraités, une association d'anciens combattants, que sais-je, et que jamais, en 11 années, je n'en tire pas gloriole, puisque ce dispositif existait avant que je ne sois élu président, et autant que je sache, il perdure après mon départ. Donc, aucune association qui ne soit en capacité de fournir à minima, j'irais, des comptes arrêtés. Vous avez dit que vous demandiez les comptes, des comptes arrêtés sur un exercice. Donc, en fait, on ne subventionne pas une association sur sa première année d'existence. Ça n'existe même pas, jamais. Voilà, ça me paraît être une précaution absolument minimum. Donc, je ne sais pas, vous dites que vous avez respecté un certain nombre de procédures, je ne les connais pas. Mais en tout cas, celle-là, semble-t-il, n'est pas une procédure écrite. Vous dites qu'elles n'ont pas été respectées. Est-ce que cette caractéristique particulière, je dirais, existe et a été méconnue, ou est-ce qu'elle n'existe pas et qu'il conviendrait sans doute l'introduire dans notre arsenal, à défaut que ce soit légal, à tout le moins réglementaire? Je vous propose, si vous êtes d'accord, de prendre les trois questions, comme ça vous répondrez. Merci. Marc Laménie et Daniel Breuiller. Oui, merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le directeur, merci pour, je dirais, cet échange. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, oui. Merci pour cet échange sur, je dirais, l'examen un petit peu de ce qui a été fait, donné à ces associations bénéficiaires. Alors, j'ai retenu le nombre de 17 associations bénéficiaires. Moi, enfin, ce qui peut nous interpeller, parce que bon, c'est les valeurs de la République, on soutient, etc., mais des associations que moi, je connais pas bien localement, que je connais pas du tout, vu que leurs interventions sont que sur les réseaux sociaux. Alors que, bon, c'est vrai, dans nos départements et territoires respectifs, on a l'habitude des bénévoles d'un côté, il y a des associations qui ont un certain nombre de salariés, mais ça peut rester modeste, même si c'est là pour théoriquement des grandes causes. Alors, ce qui peut surprendre, le rapporteur général l'a cité, le comité de sélection. Alors, qui compose ou qui a composé ce comité de sélection des dossiers pour retenir ces projets? Puis c'est quand même des montants, je rejoins Vincent Eblé, je dirais, il y a une telle rigueur pour les subventions aux associations, que ce soit portées par les collectivités territoriales, mais aussi par l'État. Bon, on a cité le FIPD, mais je vais prendre pour les associations, il y a le Fonds de développement de la vie associative qui est sous l'autorité de l'éducation nationale, jeunesse, sport, vie associative, où là, c'est pareil, il y a quand même une rigueur sur l'instruction des dossiers, et c'est des sommes qui sont à partir de 750 €, mais ça reste, je dirais, modeste, parce que là, ce qui nous effraie, c'est quand même des sommes de 100 000, 155 000, 200 000 ou autres, et quel est le résultat des actions. Voilà, merci beaucoup. Merci Marc. Daniel Breuiller, puis Thierry Cozy, très rapidement. En fait, j'ai deux questions. La première, vous avez évoqué la rigueur de l'instruction des équipes du CIPDR. Et en fait, cette rigueur a eu deux défaillances. Et c'est sur les deux associations
qui semble avoir été orienté vers le fonds Marianne par le cabinet. C'est ce que je comprends à ce stade du dossier. Donc je m'interroge, je ne vois que deux causes. Soit il y a une défaillance administrative qui est un peu en contradiction avec la rigueur que vous avez évoquée du travail du CIPDR, soit il y avait une volonté politique qui faisait que l'administration se disait il faut malgré tout instruire, même si ce n'est pas exactement ma rigueur habituelle d'instruction. Je voudrais comprendre votre analyse. Et puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mettre en 3 semaines une stratégie profonde de contre-discours sur les réseaux sociaux, de contre-discours citoyens, enfin citoyens, civiques, associatifs. Est-ce que c'est envisageable pour un haut cadre de se demander, de demander en 3 semaines de mettre en place une telle stratégie, ou est-ce que ça ne demande pas, parce que le sujet est ambitieux et très important, de prendre un peu le temps plus approfondie de l'analyse? Moi, j'ai eu l'impression qu'au fond, on s'est dit, dans ce délai si court, on va prendre les premiers qu'on connaît et on va leur demander de faire plutôt que de construire cette stratégie que vous avez évoquée comme étant une stratégie. Merci Daniel. Thierry Cozic. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, j'avais une question qui, alors non pas qui sort du cadre de la commission d'enquête, mais pour essayer de se projeter. Ma question est la suivante. Alors, j'ai pas eu la chance de parcourir votre CV, mais j'imagine que dans des expériences en cabinet que vous avez, est-ce que je m'interroge sur le fait de savoir si aujourd'hui il existe une doctrine en matière d'attribution des subventions de l'État aux associations? Est-ce que c'est le Premier ministre qui, à un moment, le secrétariat du Premier ministre, qui donne des instructions dans les ministères sur la manière d'attribuer ces subventions? Est-ce qu'il existe des dossiers types? Quel est le contrôle, en fait? Est-ce qu'à un moment, il existe de la doctrine? Et est-ce que, si jamais ce n'est pas le cas, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce genre d'affaires, telle qu'elle existe, il serait pertinent qu'il y ait des recommandations qui soient faites pour avancer en ce sens? Merci. Merci Thierry. C'est directeur. Monsieur le Président, je vais essayer de répondre de manière aussi synthétique que possible. Monsieur le Président Eblé, vous m'interrogez par votre propos sur la présence dans les lauréats du Fonds Marianne d'associations ayant été récemment créées. Je ne peux malheureusement pas, j'en suis désolé, commenter les circonstances dans lesquelles ont été attribuées les subventions en avril 21 ou choisi les lauréats. Je n'étais pas en fonction à l'époque. Au-delà de ça, au-delà de la question particulière de l'appel à projet Fonds Marianne, il y a des règles juridiques qui régissent l'octroi de subventions publiques. Il faut naturellement les respecter, et ça ne se discute pas. Monsieur le sénateur Laménie, vous m'avez interrogé sur là aussi des opérations, sur l'appel à projet d'avril 2021, les conditions de sélection, qui composait le comité de sélection. Là aussi, je suis au regret de ne pas pouvoir vous répondre. Du reste, je crois que la question a été évoquée lors d'auditions précédentes, donc je suis au regret de ne pas pouvoir répondre précisément à votre question, qui porte sur des faits bien antérieurs à ma prise de fonction. Monsieur le sénateur Breuiller, vous m'avez interrogé sur, là aussi, alors, première partie de votre question sur les 2 grosses associations, donc je vous ferai la même réponse qu'à vos collègues, pour les mêmes raisons. Votre deuxième question, peut-être portée plus générale, et consistait à savoir si on pouvait, pour reprendre vos termes, construire une stratégie de contre-discours républicain en 3 semaines. Alors, je voudrais peut-être préciser un point qui me semble important. La stratégie de contre-discours républicain, telle qu'elle a été voulue par le président de la République à la fin de l'année 2020, ne se résume pas à l'appel à projet Fonds Marianne. Elle porte sur d'autres types d'actions qui ont été, je crois, développées lors de l'audition que vous avez eue ce matin. Des actions qui s'inscrivent dans la durée. Ça, c'est très important de le rappeler. Ça n'est pas un coup ponctuel, si vous me permettez l'expression. La stratégie de contre-discours républicain, si on veut qu'elle produise des effets, elle doit se dérouler dans la durée. Et ça, c'est très important de le rappeler. Donc, je crois qu'il faut décorréler les 2 sujets. Monsieur le sénateur Cozic, pour terminer, existe-t-il une doctrine dans l'attribution des subventions? Il existe des règles juridiques applicables
et qui, par construction, doivent être respectées. Il existe, par ailleurs, des priorités politiques, des impulsions politiques données au niveau central par les membres du gouvernement. Je voudrais juste rappeler une évidence et enfoncer une porte ouverte, et je m'en veux presque de le faire devant vous, mais l'écrasante majorité des subventions qui sont accordées dans notre pays le sont par des acteurs locaux. Et c'est heureux. Les subventions attribuées au niveau central sont l'exception. Les subventions attribuées au niveau local sont la règle. Donc le respect des règles, il vaut pour tout le monde. Le respect du corpus juridique qui encadre l'attribution de subventions, il vaut pour tout le monde, à l'échelon central comme à l'échelon local. Mais je voudrais partager avec vous ce constat, cette évidence, c'est que l'octroi des subventions, il obéit d'abord à des réalités locales, et je pense que c'est une bonne chose. Je vous remercie. Bien. Monsieur le directeur, merci pour cette audition. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ainsi qu'à vous, mes chers collègues.